Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, l'inquiétude des parents des blessés du drame de 6 kilos. Certains blessés seraient toujours dans un état critique. Le bilan de l'accident a évolué. 40 morts sont désormais enregistrés. Vélingara enterre ses morts, le département fortement touché par le drame, les parents des victimes encore submergés par l'émotion. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre. Vers l'interdiction du transport interurbain de voyageurs entre 23h et 5h, l'application de cette mesure sera très difficile, voire impossible, selon les professionnels du transport. Vous le verrez, l'idée ne fait pas consensus, le débat est ouvert. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. D'abord, la libération de Papa Lénian. Le journaliste bénéficie d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. La coordination des associations de presse annonce la poursuite du combat pour l'annulation des charges retenues contre Papa Lénian. 40 morts, le bilan du drame de 6 kilos a évolué. Certains blessés sont encore dans un état jugé critique. Leurs proches font le pied de grue devant l'hôpital. La prise en charge, en revanche, suit son cours selon les médecins. Mais vous allez le voir, les proches des blessés sont très inquiets. C'est un reportage de Ndeye Awabey et Faligay. À l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, ici, la douleur est toujours vive. Lamine Cissé, la cinquantaine, est désemparé. Son fils, admis récemment au concours général de la gendarmerie, fait partie des victimes de l'accident de 6 kilos. Il est grièvement blessé et admis dans cet hôpital. Il était convoqué le 15 janvier, mais en cours de route, le drame s'est produit. Il m'a appelé vers 20h la veille pour me demander de l'argent parce qu'il avait besoin de se connecter pour voir dans quel groupe il était. Vers 3h du matin, on m'informe qu'il a eu un accident. J'ai demandé à lui parler, mais il m'a fait savoir qu'il arrivait à peine à parler. Je demande à l'État de l'aider parce qu'il voulait vraiment servir son pays. Cet autre parent de victime originaire de Koungheul est aussi gagné par l'angoisse. Il lance un appel aux chauffeurs de bus de transport en commun. Je suis venu à l'hôpital pour m'enquérir de l'état de santé de mon fils qui fait partie des blessés. Je demande aux chauffeurs d'éviter les excès de vitesse. Ils doivent respecter le code de la route. Les 35 corps sans vie des 40 personnes décédées dans cet accident ont été identifiés et remis à leurs proches. Une information du gouverneur de Kaffrine, William Manel. Sur les 40 morts, 35 corps sans vie ont été déjà identifiés. Le 40e mort a succombé hier à ses blessures lors d'une évacuation à Dakar. Selon la cellule de crise dirigée par le gouverneur de Kaffrine, 5 corps restent encore à identifier. Voici le commandant de cercle, William Manel. A évolué depuis hier nuit parce que hier on était à 39 décès par rapport à cet accident. Malheureusement, hier, un cas grave en cours d'évacuation sur Dakar a rendu l'âme au niveau de Fatick. Nous prions également pour le repos de son âme. Donc, ce qui fait qu'au-delà des 40 personnes qui ont perdu la vie, il y a 100 autres qui étaient dans les structures de santé. Mais depuis hier, quand même, il faut relever que certains d'entre eux ont été libérés parce que se sentant mieux, parce que également leur état ne nécessitait plus qu'ils soient en tout cas en observation au niveau des hôpitaux. Donc cela est un très bon signe. Donc ce sont ces 100 personnes-là. Et parmi ces 100 personnes, il y a quelques cas graves, une dizaine, donc que nous suivons avec attention à la fois ici à Kaffrine, mais également à Kaolack et aussi à Dakar. Donc les corps sans vie, nous avons pu identifier presque 35. Il reste quelques 5 corps à identifier, mais les enquêtes sont en cours pour l'identification, pour également prendre contact avec les parents éventuellement.
des victimes. Le président de la République aussi a donné des instructions allant dans le sens d'accompagner, de soutenir également les personnes blessées et les familles en deuil. Donc c'est la raison pour laquelle une somme a été dégagée pour que tous les blessés, chaque blessé puisse recevoir 1 million de francs CFA et les familles en deuil également recevront à leur tour 2 millions. Donc pour les personnes blessées, la remise a démarré depuis hier, elle se poursuit ce matin. Hier, on a déjà remis à plus d'une trentaine de personnes en rapport avec le ministre en charge du développement communautaire de façon diligente. Et depuis hier, dans l'après-midi, l'opération a démarré. Vélingara enterre ses morts, le département d'où est parti, vous le savez, l'un des autobus impliqués. 48 heures après le drame, les familles des victimes sont encore submergées par l'émotion. Reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Fall, Tierno Laurent Mendy. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons dans un instant. Et puis retenez dans le nord également, un homme a été tué dans un accident à Ourossogui. Le retard de l'arrivée des secours est décrié par les témoins. C'est un minibus qui a percuté un camion en panne. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et Lachli. Cet accident mortel survenu à hauteur de Ourossogui repose sur la table la question de l'insécurité et le danger qui plane sur la vie des populations. De Kanel à Bakel, il n'y a aucune caserne de sapeurs-pompiers. Au besoin, en cas de catastrophe, il faut attendre les secours devant quitter Matam ou Ourossogui. Les retards dans le secours qui ont certainement favorisé la mort de cet émigré coincé dans le siège de ce minibus. Parce que c'est vraiment triste ce que nous avons vécu pendant cet accident. Nous avons assisté cet émigré jusqu'à la fin de son souffle. Il était coincé dans son siège, on ne pouvait rien. Il fallait attendre l'arrivée des sapeurs qui nous venaient de Ourossogui. Et même ces derniers, quand ils sont venus, ils étaient obligés de retourner à Ourossogui pour prendre le matériel qu'il leur fallait. Vous avez vu, c'est encore une fois l'occasion pour nous de lancer un appel à l'endroit du président de la République. Kanel est un département. Nous méritons quand même d'avoir ne serait-ce qu'un camp de sapeurs qui intervient en cas de besoin. Parce que nous, les populations, on ne peut pas faire face à ces catastrophes-là. Sérieusement, nous voulons cette aide-là de la part du président de la République et des sapeurs-pompiers qui nous aident en cas de catastrophe. En quoi la situation est très grave. Ici, tout le monde est en danger. Regardez la distance, elle est très longue. De Ourossogui jusqu'à Bakel, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. C'est injuste et ce n'est pas normal. Si à Matam et à Ourossogui, les populations n'auront aucune occasion pour magnifier les réactions des sapeurs-pompiers en cas de catastrophe, dans tout le reste de la région de Matam, le danger est bien réel. Les feux de brousse, les incendies, les noyades dans les fleuves et marigots, et même les accidentés de la circulation, de nombreuses vies humaines sont fréquemment perdues sur cet axe qui fait plus de 160 km. Et des experts de l'automobile alertent sur la modification des autobus. À quoi ressemble alors un autobus qui respecte les normes? Nos équipes ont mené l'enquête. Cher Diop, Papsangonimbaï. Pour augmenter, ce bus n'a que 57 places. Aucune modification n'est apportée, comme on a l'habitude de voir, pour augmenter le revenu. Parce que bus confortable. C'est un bus très confortable. Il répond aux normes de sécurité, mais également au confort des clients. Nous essayons même d'augmenter le nombre de sièges. Le bagage en soute ne doit pas excéder. Ils sont catégoriques. En gros, chaque client peut prendre 2 fois 23 kg avec le petit sac à main. Donc c'est un gros volume, c'est sur toute la surface du bus, sur les deux côtés. C'est d'ailleurs un bus en étage, ça monte là-haut, donc ça permet de mettre tous les bagages en soute. Et voilà, donc on n'a jamais de problème en général par rapport à ça, mais voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment respecté dans les normes. Un bus ne doit pas prendre un surplus de bagages, surtout en soute. Le gouvernement a réagi avec l'annonce de nouvelles mesures. L'accident à 6 kg a été celui de trop. Notamment sur les horaires par exemple, de 22h à 5h du matin, ça va pénaliser beaucoup de monde. Je m'exprime. Il faut savoir qu'il y a des gens qui habitent très loin, dans des régions très lointaines. Il y a des gens qui n'ont pas de pied-à-terre à Dakar. Donc comment vous allez expliquer à ces gens-là qu'il faut voyager dans l'après-midi, venir ici, dormir ici, mais ils vont dormir où? Ça c'est un. De deux, il faut savoir que si on restreint des horaires,
tout le monde va converger vers les mêmes horaires. Dans ces bus, le confort est assuré aux voyageurs. La configuration répond aux normes. Un exemple à suivre pour éviter l'encombrement dans les bus. Et je vous le disais, Vélingara enterre ses morts, le département d'où est parti l'un des autobus impliqués. 48 heures après le drame, les parents des victimes sont encore submergés par l'émotion. Reportage de nos envoyés spéciaux à Vélingara, Mamadou Fall, Tierno Loromedi. Département le plus touché, plus d'une trentaine de personnes natives de ce terroir ont péri dans un accident à Kaffrine. Le décès d'une célébrité de la localité crée plus d'émoi. Ici, c'est la concession des Soumoundou, où habitait Moussa, l'activiste. Sa mort a surpris plus d'un. C'est Djiboka qui m'a appelé vers 4 heures du matin pour m'informer que Moussa a eu un accident. J'ai été surpris, je lui ai dit, si tu m'appelles à cette heure, c'est parce que Moussa est mort. Malheureusement, il m'a répondu oui. Hélas, il est parti. Effectivement. Nous avons assisté à 2 jours, une journée très mémorable, très dure pour le département de Vélingara, précisément dans la commune de Vélingara. Nous avons perdu 4 fils de Vélingara. Ça a été un climat très douloureux. Il fut un soldat de la cause juste. Vélingara perd désormais un de ses dignes fils. Moussa s'est battu toute sa vie contre les accidents de la circulation. Il a tout le temps sensibilisé sur la sécurité routière. J'espère bien que l'État va prendre en compte cela parce qu'il a toujours servi son peuple. Si on parle de conseil interministériel aujourd'hui sur les accidents, c'est en partie grâce à lui. En épouse dévouée, Marietou Baldé s'en remet à Dieu. Pour elle, Moussa Soumoundou symbolisait la vie. Il m'aimait beaucoup et il le faisait savoir à tout le monde, même sur la toile. Autre famille éplorée, celle des Kandé et des Loum. La première a perdu père et fils et la seconde, une épouse en état de grossesse. C'est terrible, mais on rend grâce à Dieu. On est des croyants. Si ça dépendait que de nous, vraiment, elle n'allait pas partir. Parce que je ne dis pas qu'elle est la meilleure au monde, mais elle fait partie des meilleures femmes. Pour Amadou Kandé, son père voulait assister à son mariage du dimanche. Je devrais me marier ce dimanche passé. Donc, il ne voulait pas me dire qu'ils vont venir. Parce que s'ils me disaient qu'ils vont revenir, pour ça, je voulais dire qu'il faut retourner. Et on a parlé au téléphone le jeudi. Je lui ai dit, ça va, il m'a dit le samedi, je vais récupérer parce qu'il était parti se soigner. À Dakar, il avait un problème de maladie sur son ventre, il devrait faire une opération. Vélingara pleure ses morts. Les populations prient pour que de telles choses ne se reproduisent plus au Sénégal. Elles ont toutes rendu un vibrant hommage à celui qui se battait pour la sécurité routière. Merci Mamadou. Vers l'interdiction du transport interurbain de voyageurs entre 23h et 5h, le consensus sera très difficile à trouver, voire impossible selon les professionnels de la route. L'éventuelle application de cette mesure sera une autre paire de manches. Reportage à la gare de Linguère, Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Décision prise par les autorités étatiques lors du conseil interministériel interdisant les véhicules de transport public de circuler entre 23h et 5h du matin et diversement appréciée par les chauffeurs trouvés à la gare routière de Dara Djolof. Nous avons constaté que beaucoup d'accidents se produisent la nuit. Ils ont constaté que pendant la nuit, plusieurs chauffeurs dorment. Certains n'ont pas une bonne vision, surtout entre 23h et 5h du matin. Supprimer les horaires, pour moi, ce n'est pas la bonne décision. Si les chauffeurs quittent la même heure pour rouler à vive allure, il peut y avoir de l'embouteillage à l'entrée de Dakar. Il y aura d'autres accidents. Madame Diallo, une des passagères, invite les chauffeurs à plus de responsabilités. Pour cette habitante de Linguère, voyager la nuit n'est pas du tout sûr. Voyager la nuit, ce n'est pas du tout sûr.
Les chauffeurs ont sommeil à certaines heures. Si les chauffeurs se reposent pendant la journée, durant la nuit, ils peuvent conduire aisément. Le comportement de certains chauffeurs laisse à désirer. Il y a des chauffeurs qui sont très corrects, mais d'autres par contre sont irresponsables. Pour les professionnels du transport, l'État gagnerait à impliquer les transporteurs avant de prendre une batterie de mesures. L'État devait inviter les vrais acteurs. Parmi ceux qui sont convoqués durant les rencontres, il y en a des gens qui ne maîtrisent pas le transport interurbain. Parmi nous, il y a des gens très responsables qui maîtrisent ce secteur. Ils peuvent proposer des solutions. Nous ne voulons pas que des gens ouvrent les compagnies de transport. Nous, chauffeurs, devons revoir notre copie. Chaque chauffeur doit savoir le poids du chargement de son véhicule et la vitesse qu'il peut rouler. Je ne dis pas que c'est de l'indiscipline caractérisée, mais c'est de l'irresponsabilité. L'accident qui s'est produit à Sikiro est sur toutes les lèvres à la gare routière de Daradjolof, où chauffeurs et transporteurs jugent que les décisions sont prises à la hâte. Autre mesure adoptée par le gouvernement hier lors de ce conseil des ministres, de ce conseil interministériel. Il s'agit du projet de dématérialisation du paiement des amendes et pénalités liées aux infractions routières. Les acteurs approuvent l'idée, l'objectif étant de rompre le contact physique entre l'usager de la route et les forces de l'ordre, ce qui permettrait de gagner du temps, mais aussi de lutter contre la corruption. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Mohamed Diag. Le projet de dématérialisation du paiement des amendes et pénalités liées aux infractions routières. Le contact entre les forces de l'ordre et les conducteurs sera bientôt un mauvais souvenir sur la route. Une décision pour régler certains manquements dans la régulation du trafic. Mesure concernant effectivement les amendes forfaitaires, moi je pense que c'est une excellente chose. Pour peut-être une raison principale. Et qu'on essaie d'éviter qu'il y ait un contact entre l'usager de la route et les forces de défense et de sécurité, que ce soit la police ou la gendarmerie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même maintenir le cap, être beaucoup plus ferme, beaucoup plus rigoureux. Effectivement, il n'y aura plus de corruption, comme on dit, dans la circulation. Il n'y aura plus même de contact. Parce que moi, ce qui me désole souvent dans la circulation, c'est quand je vois l'agent qui négocie, qui développe cette culture de concession entre lui et l'usager. Le gain arrangé. C'est une bonne chose pour les policiers. C'est une manière aussi d'éviter la corruption sur la route, car depuis un moment, ils sont indexés par les chauffeurs. Et maintenant, on paye directement au trésor public. De l'avis des experts, le projet est important, mais très ambitieux, ce qui nécessite des moyens adéquats et des accompagnements. Mais je pense qu'ils sont déjà prêts. Ils ont l'équipement nécessaire pour faire ce travail-là. Maintenant, il faut que tout le monde suive. Ce paiement-là, ni la police, ni la gendarmerie, ça va aller directement au niveau du trésor public. Alors, je pense qu'en fait, que tous ces agents-là puissent avoir leur matricule et qu'on sache qu'effectivement que M. X, qui a verbalisé dans le mois à hauteur de peut-être 5 millions ou de 3 millions, qu'on puisse également lui donner quand même quelque chose pour le motiver davantage à continuer à faire ce travail-là. Il faut faire comme la douane, permettre à la police et à la gendarmerie d'avoir un pourcentage annuel sur les contraventions. Objectif, encourager tous ces agents. Chaque année, il y a 2 millions, 3 millions, 4 millions Sur les 22 mesures prises par le gouvernement pour réduire de façon drastique les accidents mortels sur la route, certaines risquent de faire débat, même s'ils s'avèrent bénéfiques pour les usagers et pour l'économie sénégalaise. Merci Pafara. Dans le reste de l'actualité, 6e revue de l'instrument de coordination des politiques économiques, le Sénégal va recevoir du FMI dans les prochains jours 133 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international magnifie la réduction des subventions de l'électricité et de certains produits d'hydrocarbures, mais le fonds invite l'État à adopter un nouveau code des marchés pour plus de transparence. Écoutons là-dessus le représentant pays FMI au Sénégal, Mesma Kouleviko, avec Maïmouna Ndiaye.
a donné lieu à un décaissement de 133 milliards de francs CFA, qui représente la dernière tranche du programme de 18 mois, qui était d'un montant total de 480 milliards de francs CFA. Par cette décision, le conseil d'administration a jugé satisfaisant les résultats obtenus par le Sénégal et les réformes mises en œuvre. Au rang de ces réformes ou des résultats satisfaisants, je voulais citer la croissance qui, bien qu'elle soit en baisse par rapport à 2021, est restée quand même forte, de l'ordre de 4,7%. Les subventions auraient coûté 800 milliards de francs CFA en 2023, représentant 22% des recettes budgétaires de l'État. Tout autre chose, rapport de la Cour des comptes. Selon le Premier ministre, l'État étudie scrupuleusement le rapport sur les supposés détournements des fonds Force Covid-19. Amadou Ba recevait les partenaires techniques et financiers du G50. Il affirme que toutes les recommandations mentionnées dans le rapport seront prises en compte. Fatima Touré. Le rapport de la Cour des comptes a occupé une place de choix dans les échanges entre la primature et les partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par le supposé scandale à la gestion des fonds Force Covid-19. Devant les bailleurs de fonds réunis au sein du G50, le Premier ministre rassure. La Cour des comptes a mis le temps qu'il fallait pour analyser et formuler des recommandations. Le gouvernement exploite le rapport en vue de le mettre en œuvre de la meilleure manière dans une ligne de temps. Il y a une grande sensibilité des citoyens à la qualité des services publics et à son évolution. C'est ainsi que je puis comprendre la forte passion exprimée par une certaine partie de la population pour engager rapidement des poursuites contre les auteurs des faits présumés de faute de gestion. Je pense que cette passion, du reste normal, exprime un besoin de justice sociale. Amadou Ba a réitéré l'engagement du gouvernement pour une gestion vertueuse, mais également une réédition des comptes. Quels que soient les montants sur lesquels portent les manquements, la dilapidation de ressources publiques constitue toujours un acte extrêmement grave et de surcroît en temps de crise sanitaire. De telles pratiques, si elles sont avérées, heurtent l'éthique et n'honorent pas notre administration. Les partenaires techniques et financiers, pour leur part, se disent rassurés. Nous avons été rassurés par toutes les interventions de son Excellence le Premier ministre, qui nous a fait part, non seulement à travers le rapport de la force Covid délivré donc par la Cour des comptes, de sa détermination et son engagement à travailler non seulement à la mise en œuvre des recommandations qui ont été mises en évidence par ce rapport, et cela dans le cadre de la transparence, de la redevabilité et de la réédition des comptes. Rappelons juste que le rapport de la Cour des comptes a suscité une vague d'indignation dans le pays. Le gouvernement a promis de donner suite aux recommandations et souligne que des sanctions sont prévues si les faits sont avérés. Merci Fatima. Impact environnemental de l'exploitation du gaz dans le Nord. La société civile réunit les acteurs à Saint-Louis du Sénégal. Des questions d'ordre sécuritaire ont été soulevées par les différents acteurs. Compte rendu Ousseynou Diop, Habib Seck. Sont initiés par la société civile et les acteurs de la pêche. Le but est de discuter chaque mois du futur de Saint-Louis avec l'exploitation du gaz fixée durant cette année 2023. Nous voulons que les Saint-Louisiens non seulement connaissent ce qui va se passer d'ici peut-être 2024-2025, parce que l'exploitation va commencer en 2023, et ce qui nous attend est énorme. Ce n'est pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction qui va avec le pétrole et le gaz. Selon les experts gaziers et miniers présents lors de cette rencontre, l'exploitation du gaz dans les eaux saint-louisiennes risque d'impacter négativement sur le secteur de la pêche. Est-ce que l'État du Sénégal ne devrait pas anticiper en signant avec ce même pays sur les superficies maritimes pour que cette manque à gagner qu'on aura aujourd'hui sur la pêche
au Sénégal, sur les eaux du Sénégal, qu'on puisse le retrouver en eau mauritanienne. Ces acteurs veulent aussi des solutions pour faire face aux défis environnementaux. Nous aimerions et nous invitons vraiment nos gouvernants, c'est d'aller vers ce portage institutionnel. Et que vraiment, s'il y a un projet à mettre en place, de frapper à la bonne porte pour pouvoir faire une bonne distribution. Les premiers mètres cubes de gaz seront exploités cette année. Le secteur de la pêche sera certainement impacté négativement. Pour les acteurs de Saint-Louis et les membres de la société civile, des mécanismes de compensation doivent être étudiés pour accompagner les pêcheurs de Saint-Louis, dont le secteur est le poumon économique de la cité de Mamkoumbabang. Et puis en mode sport, championnat d'Afrique des Nations 2023, Pape Thiaw tire un bilan satisfaisant du stage de Tabarka en Tunisie. Les Lions qui ont disputé 2 matchs n'ont pas pris de but, avec en prime une victoire en but à 0 face au Congo ce lundi. Cher Tidiane Diaw. Une victoire sur la plus petite des marges. Un maître coup franc exécuté par Lamine Camara permet au Sénégal de battre le Congo et d'engranger de la confiance avant le début de la compétition. On marque très tôt sur le début de match, sur un coup franc de Lamine Camara. Malheureusement, on a peiné un tout petit peu sur le dernier geste. Donc, sur ces derniers jours, on a commencé à travailler sur ça. Et j'espère que d'ici la compétition, ça va être vraiment quelque chose qui va nous faire du bien. Une victoire, un but à 0 pour un fait de stage, c'est bien pour la confiance pour les joueurs. La semaine de travail à Tabarka a été très bénéfique dans des conditions prospères pour une bonne préparation. Les conditions de travail étaient très bonnes et aussi d'hébergement. Aussi, si on revient sur les 2 matchs qu'on a fait ici et le stage, je pense que sur les 2 matchs, le côté que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'équipe a joué 2 matchs sans prendre de but. Les Lions vont rallier Annaba ce mardi avant le démarrage face à la Côte d'Ivoire le 14 janvier prochain. Merci cher Tidiane. Et puis fenêtre sur le monde, l'actualité internationale, c'est un récit de Daniel Diouf. 18 mois de prison avec sursis requis contre l'activiste Abdourahmane Sano en Guinée. L'ex-coordonnateur du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui a comparu devant le tribunal de première instance de Mafanko lundi en Guinée. Il est accusé de participation délictueuse à des réunions publiques. Le procureur lui reproche d'avoir assisté à une réunion non déclarée en banlieue de Conakry. Le verdict est prévu pour demain. La secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères est arrivée au Burkina Faso. Ce mardi, elle a évoqué la récente décision de Ouagadougou d'expulser l'ambassadeur de France au Burkina. Elle a affirmé que la France n'impose rien au Burkina Faso où sa présence est contestée. Elle est disponible pour inventer un avenir ensemble, a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec le chef de la junte au pouvoir à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré. Au Tchad, la présidence de transition et le comité d'autodéfense de Miski, une petite localité de la province du Tibesti, située dans le nord du Tchad, viennent d'annoncer la signature d'un accord. Il consacre définitivement la paix dans cette partie du pays où des tensions subsistaient malgré la signature d'un premier accord en novembre 2019. C'était le cas de l'exploitation des gisements d'or à l'origine de l'insurrection des habitants. Un accord qui scelle définitivement la paix dans cette partie du Tchad a été signé dimanche. Sa mise en application a commencé de suite. Déjà, le ministre chargé des mines a signé hier des textes qui suspendent les activités des 9 sociétés minières autorisées. Et puis, y aura-t-il des JO en 2024 à Paris? Dans un rapport présenté ce mardi au Sénat puis à l'Assemblée nationale avant sa publication demain, les magistrats de la Cour des comptes se montrent préoccupés par l'équilibre budgétaire du comité d'organisation des Jeux. De plus de 400 millions d'euros, la réévaluation est passée à 4 milliards 38 millions d'euros. La Cour des comptes de Paris pointe également la sécurité et les transports comme risque à circonscrire pour les JO de Paris. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans Soir d'info avec Papa Pilader. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.